Alors, bonjour Léa. Euh, Bonjour. bon, juste une petite présentation avant de commencer l'interview. Léa, c'est une conseillère immobilière dans le réseau de Zafti, à Cholet, donc Pays de la Loire. Et elle est là justement pour parler de ses réussites, ses échecs, mais surtout pour aider d'autres agents immobiliers à évoluer ou à commencer le métier. Léa est dans le top 73 national qui englobe 5500 agents sur tout ce qui concerne le chiffre d'affaires. Et elle est au septième dans sa région sur le nombre de ventes réalisées. Tout ça en juste 3 ans d'immobilier, si je me trompe pas. C'est bien ça. Alors bonjour Léa, encore une fois, et bienvenue au podcast Immopod. Justement, là, Merci. on parle de l'immobilier avec les pros de l'immobilier. Parfait. Bah, du coup, je pense que le mieux, ce serait euh, de commencer par te présenter un peu, euh, présenter aussi ton parcours, ce que tu as fait avant, ce que tu as fait maintenant, comment ça se passe. Voilà, je te laisse la parole. Eh bien, moi, concrètement, je suis pas du tout partie dans le principe de faire de l'immobilier quand j'ai commencé mes études. J'ai commencé par faire un bac pro dans le service à la personne, donc plutôt dans les maisons de retraite, les écoles maternelles, ce qui n'était pas forcément la bonne voie pour commencer. Enfin, en tout cas, moi, je me suis un petit peu perdue au départ. Et puis, je suis partie de ce bac pour faire un bac pro-vente à Nantes. Pendant 3 ans également, puis un BTS assistante manager, toujours sur Nantes. Et puis, dans la continuité, j'ai été directement prise chez Mercedes à la fin de mes études en tant qu'assistante commerciale. Donc, j'ai pas forcément commencé tout de suite dans la force de vente, mais Hmm. plutôt dans l'assistanat commercial pour bien comprendre l'administratif, comprendre un peu tout ce qui entoure aussi le métier de la vente. Donc, quand j'étais chez Mercedes, j'ai assisté 3 commerciaux à l'époque pendant 3 ans. Puis j'ai été plutôt dans le service poids lourd et utilitaire. Et à la suite de cette expérience, j'avais besoin vraiment d'indépendance, besoin de découvrir un petit peu ce que je valais plutôt dans la vente et pas dans l'assistanat. Mhm. Et puis Nicolas Retailleau, qui est donc un ami avant d'être un collaborateur, m'a proposé de rejoindre son équipe chez Safety. Hmm. Lui, il s'y plaisait très très bien depuis un an et puis il m'a dit, ben, viens, je pense que tu as de quoi fonctionner, tu as l'air d'être plutôt bien connu sur ton petit village de la Jubaudière, donc n'hésite pas. Et il m'a fait découvrir son point de vue, son métier, il m'a transmis sa passion. Donc Mhm. j'ai démissionné de mon poste de chez Mercedes pour me lancer dans l'immobilier. Donc c'était en 2020. Donc 2020, c'était pas la meilleure des années au niveau du Covid, au niveau de la conjoncture. Pour se lancer, c'était assez compliqué. Donc ça a été la première année difficile, très Mhm. très difficile. Euh, Tellement difficile que pendant une année, je faisais l'immobilier d'un côté, puis une usine pour travailler de l'autre. Et puis ça a vraiment, on va dire, explosé la deuxième et la troisième année d'activité, quoi. D'accord, ok. Ok, cool. Ouais, j'aime bien ton parcours, puisque justement, tu as aussi un background, disons, dans les ventes. Ça, c'est très bien à comprendre. Et tu es très jeune en plus. T'as quel âge, si je peux me permettre? J'ai eu 27 ans il n'y a pas très longtemps. D'accord. Donc tu avais commencé l'immobilier avec 4 ans, juste après les Ouais, ventes. Et d'accord, ok, cool. Et donc c'était compliqué. j'imagine. Ok. Et donc avec ton expérience, qu'est-ce qui a été justement le plus dur, le plus compliqué pour arriver là où tu es maintenant, en disons en 2020 Bah, quand tu avais commencé? la crédibilité, parce que dans notre petit secteur des Mauges, enfin moi j'habite un petit village où tout le monde se connaît, et parfois on peut penser que le fait de connaître tout le monde dès le départ, ça peut nous aider dans le lancement, mais en fait pas vraiment. C'est plutôt ceux qui nous connaissent pas qui vont nous faire confiance, et ceux qui Mhm. nous connaissent, ils vont attendre de voir si ça fonctionne avant de faire appel à nous. Et donc non, beaucoup beaucoup de temps pour être crédible à 24 ans, justement, tu parlais de mon âge. 24 ans, c'est assez jeune pour pouvoir être crédible pour vendre des maisons. Donc, il Mhm. faut faire ses preuves, il faut montrer qu'on est là. Donc, oui, non, ça a été 2 années de prospection, de communication, de taper aux portes, des ventes un peu à droite, à gauche. Et puis maintenant,
c'est les années de travail de prospection qui fait que. Mais non, le plus dur, c'était la crédibilité et puis gagner en compétences pour pouvoir savoir de quoi on parle. Parce qu'au Mhm. départ, c'est pas toujours simple. Yes, en effet. Et c'est surtout pas facile de recevoir toujours des noms, d'être toujours dans la réjection des personnes puisqu'ils ne connaissent pas, ils ont pas vraiment ils te font pas confiance encore. C'est toujours trop dur, surtout quand t'es jeune. Euh, et du coup, justement, tu as parlé de Nicolas. On avait eu aussi un podcast avec Nicolas qui n'est pas encore sorti du coup, mais je pense que quand les personnes vont voir ce podcast, il est déjà sorti. Euh, et du coup, en fait, si j'ai bien compris, tu as intégré son équipe euh, pour justement commencer l'immobilier. C'est comme ça, avec C'est Zafty. ça. D'accord, ok. Exactement. C'est un jour, il a vu que j'étais pas forcément très heureuse dans mon métier de chez Mercedes et puis il m'a invité au restaurant. Il m'a dit, écoute, moi j'aimerais que tu rejoignes mon équipe. Je pense que tu as moyen de réussir si tu te donnes les moyens, mais il faut que tu puisses quitter ton ancien travail. Donc ça veut dire quitter la Mhm, sécurité de l'emploi, le salaire et se lancer dans quelque chose qui a aucune, enfin, on n'a aucune garantie d'y arriver en fait. On n'a pas du tout d'assurance de revenus, de réussite. Donc après, c'est ça qui me plaisait en fait, c'est de pouvoir dépendre que par moi-même et me dire si j'y arrive, je pourrais dire que c'est grâce à moi et si au contraire c'est un échec, plutôt à cause de moi. Donc c'était vraiment une expérience. Mais Nicolas a été bon, la force qui m'a fait rejoindre le réseau. Sinon, je me serais probablement jamais lancée dans l'immobilier. mhm, mhm. Ouais, en effet. Enfin, je pense que c'est toujours important d'avoir un ami comme ça. Et en plus, qui faisait déjà de l'immobilier. Donc, je pense que tu avais eu un peu de chance là-dessus également. Oui. Donc, c'est très cool. Et du coup, en fait, tu as réussi à arriver, je pense que c'est assez incroyable, en 3 ans, d'arriver au septième dans ta région en termes de nombre de ventes et aussi en 73e au niveau national, ce qui englobe pas mal d'agents immobiliers. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en fait pour arriver à ce chiffre-là, justement, en termes de chiffre d'affaires et qu'est-ce qui t'a permis justement d'y arriver en fait dans ce top-là? Bah, je pense que déjà, c'est la récurrence. Enfin, faut constamment, si on veut, par exemple, je pense réussir, c'est pas simplement être performant sur 1 ou 2 mois parce que c'est la forte activité ou autre. C'est vraiment continuellement être performant, toujours être récurrent sur la relance client. Enfin, c'est assez. Pour moi, c'est vraiment voilà, Mhm. Une je sais pas comment consistance, expliquer ça, mais comment? d'être toujours consistant en fait dans ce qu'on fait, C'est c'est ça. ça? Mhm. Exactement. Et puis, la chose qui joue pour moi le plus, ça reste aussi d'être super bien entourée. Moi, j'ai commencé chez Safety j'étais pas toute seule. J'ai commencé en binôme avec Fabien Seguin qui travaille sur un secteur proche du mien. Et en fait, le fait de travailler en binôme dans le lancement, ben, on a réussi au départ à allier un petit peu nos compétences, c'est-à-dire que moi j'avais plutôt la compétence de la communication et puis je passais plutôt bien avec les clients. Et puis Fabien, mon collègue, lui, il avait plutôt l'aspect technique que moi je n'avais pas dans les connaissances des maisons, des modes de construction, des modes de construction, etc. Donc Mhm. pendant presque 1 an, on a quand même travaillé en collaboration et ça a beaucoup joué sur le fait qu'aujourd'hui ça fonctionne. Mais oui, il faut continuer, il faut être toujours sur la même, voilà, toujours donner Au autant même d'efforts niveau. chaque mois, chaque semaine, chaque jour. C'est la récurrence. D'accord, ok. Ouais, je pense que ça c'est le plus compliqué, je dirais, parce que si on se donne à fond un jour, 2 jours, c'est bien, mais après le faire pendant une année, c'est une autre C'est chose, difficile. très compliqué, ouais, en effet. Et du coup, ça représentait combien en termes de chiffre d'affaires pour être dans ces tops-là, en fait, pour toi? Alors là, du coup, mon chiffre d'affaires va avoisiner les 200 000 euros, les 200 000 euros hors taxe. Donc après, il y a forcément une partie que Mhm. Safety peut reprendre. Mais oui, on est sur un chiffre qui est jamais j'aurais pu imaginer en m'y lançant dans l'immobilier que j'aurais pu réussir comme ça. Moi, il y a encore 1 an et demi, j'étais même en train de décider d'arrêter l'immobilier parce que ça fonctionnait pas comme je le voulais. Enfin, du moins, j'arrivais pas à avoir la quantité de biens que je voulais, que je m'étais donné comme objectif. Mhm. Et puis, il y a eu un jour, j'étais en difficulté financière et puis je me suis donné un objectif.
Euh, Mon compagnon m'a aussi donné un objectif à atteindre dans un mois. C'était le mois de juin 2022. J'ai dit, voilà, si j'atteins pas ce chiffre-là, ou ce nombre de biens à vendre en fin du mois, j'arrête l'immobilier. Donc, il fallait que je récupère 5 mandats pour réussir à finir mon mois. Et puis, au 30 juin, j'avais réussi à avoir 6 mandats, il me semble. Donc là, j'ai dit, OK, c'est parti. Ok, C'est parti, cool. on y va. Du coup, parle-moi un peu plus de cette partie-là. Justement, ça fait. Donc, c'était il y a un an, c'est ça? Il y a 1 an et demi, oui. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé pour toi, en fait? Quel était vraiment le point le plus bas? Pourquoi tu es arrivé à ce point le plus bas, disons, et comment tu as Bah, réussi à remonter? je pense que je m'étais un petit peu reposée sur des choses en me disant que ça allait tomber un petit peu tout seul et il fallait que je tombe relativement bas financièrement aussi. Et puis, j'avais des projets que j'arrivais pas à atteindre. Je suis quelqu'un qui adore voyager. J'arrivais pas à pouvoir me projeter sur des voyages parce que financièrement, voilà, ça collait pas. Et puis aussi parce que j'avais envie de prouver à justement ceux qui font pas forcément confiance quand on se lance dans l'immobilier ben, que j'en étais capable. Mais j'arrivais pas. Voilà, il y a eu un blocage pendant que je me mettais tellement de pression au niveau justement de réussir que j'arrivais pas à être performante. Donc il fallait que je tombe bas à me dire bon bah j'arrête tout. Je recherchais déjà un poste ailleurs pour me dire bon bah je me laisse un mois et durant ce mois-là, si j'y arrive pas, on y va. Et donc quand ça a commencé à fonctionner à la fin de ce mois-là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, il y a aucune barrière. Si en Mhm. me donnant cet objectif-là et en me bougeant chaque jour, j'arrive à atteindre cet objectif-là, ben, j'ai commencé à m'en donner euh, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, je me redonnais des objectifs. Mhm. Et donc, il y a eu cet objectif donc d'avoir 6 mandats. Après, il y a eu l'objectif de terminer la fin de l'année 2022 avec un certain montant de chiffre d'affaires. Et puis après, l'année 2023 a démarré. Et il y a eu tout un enchaînement de rentrées de biens, du travail qui a été fait en amont sur la prospection, du relationnel qui s'est créé. Et tous ces gens qui me connaissaient, qui à la base pouvaient peut-être ne pas me faire confiance, bah, ils ont vu que ça fonctionnait. Mhm. Donc, voilà, il y a eu la reconnaissance, la recommandation, et puis tout est tombé en même temps. Donc, dans l'année 2023, pareil, j'avais un objectif que je m'étais donné qui était le club excellence, mais je me l'étais donné comme si c'était inatteignable. Et moi, je me rends compte que c'est ça qui me motive, c'est viser Mhm. l'inatteignable pour se dire que si on y arrive, bah, on a tout réussi, quoi. Mhm. Et donc, voilà, le club excellence. Et puis, quand ce palier était atteint, bah, je m'en suis refixé un autre et un autre. Et maintenant, le but de 2024, bah, c'est de pouvoir maintenir ce chiffre que j'ai pu faire en 2023. Et c'est déjà un Mhm. sacré défi. Bah oui, non, je comprends. Du coup, en fait, si j'ai bien compris, il y a toujours cette vision de l'objectif. Moi, je vais Oui. atteindre ça, en fait, en X temps, en faisant X choses. Par exemple, dans ce cas-là, c'était des mandats. Et après, il y a aussi la peur de ne pas revenir, enfin, de ne pas revenir en arrière. Donc, Ah oui, de ne pas être salarié ou de ne pas être indépendant. complètement. Donc, c'est ça, en fait, ce qui t'a motivé justement à aller vers tes objectifs le plus, je dirais. En fait, c'est les objectifs. Si on n'a pas d'objectif, on peut pas. Après, tout Mhm. le monde fonctionne pas pareil. Dans l'immobilier, il y a certaines personnes qui vont faire ce métier plutôt parce que ça leur plaît, mais ils n'ont pas cet aspect objectif ou cet aspect compétition. Mais je pense qu'on est quand même dans un métier où si on n'a pas d'objectif, même si le plus petit des objectifs, ben, on va pas forcément performer comme on le devrait. Mais tout le monde a Mhm. sa vision des choses. Moi, Oui. sans objectif, je peux pas réussir à faire ce métier. Mhm. Quand j'ai commencé mes études de BTS, je travaillais régulièrement avec un commercial qui avait affiché devant son bureau une photo d'une Mustang. Et il s'était dit, tous les jours quand il arrivait au bureau, bah, il voyait cette photo devant son ordinateur en disant, bah, voilà, tous les jours, je sais pourquoi je travaille, c'est pour éventuellement un jour atteindre cet objectif-là. Mhm. Et moi, cet objectif, je me le mets sur mon fond d'écran de téléphone, l'objectif du voyage, l'objectif voilà, de jamais vraiment voilà, de pouvoir tout faire. Yes. Bon, ça, c'est très beau, en fait. C'est très beau que tu parles de ça parce que souvent, c'est ça ce qui va définir aussi ton mindset, je dirais. Aussi la vision de travailler le dur, en fait, le pourquoi derrière travailler tellement dur et ce qui va te donner toujours pas de motivation, je dirais, mais la discipline, en fait, toujours continuer. Je pense que c'est très important. Et du coup, en fait, tu as fait quand même ces chiffres-là en 2023, donc c'est toujours encore cette année-là, où on a eu justement donc où le marché immobilier a été à l'arrêt, en fait. Il y a eu la crise. Euh,
comme tout le monde l'a experiencé. Et du coup, avec ton expérience, qu'est-ce qui t'a fait de justement réussir en persévérant, même avec la crise? Qu'est-ce qui t'a fait justement Alors, pour le faire? s'adapter à l'acheteur, surtout. Parce que quand moi j'ai débuté en 2020, moi j'ai fait qu'une seule vente ma première année. Mhm. Mais quand je suis arrivée donc sur le marché de l'immobilier, Nicolas et puis même les autres collègues que je pouvais avoir sur le secteur, ils disaient bien, si on rentrait une maison à la vente, la maison sortait tout de suite de la vente tellement il y avait d'acheteurs. Et c'était encore le cas en 2022. Donc tout bien qu'on rentrait, dès qu'on rentrait un mandat, on avait pratiquement la certitude de l'avoir vendu, quoi. Mhm. Et en 2023, ça s'est un petit peu inversé, où l'acheteur qu'on a un petit peu maltraité durant ces 2 dernières années, ben, il est devenu super important. Et cet acheteur-là, ben, voilà, c'est comme ça, moi, que j'ai travaillé. J'ai rentré très correctement mes acheteurs dans mon fichier. Je les ai recontactés. S'ils étaient vendeurs, ben, il y avait des estimations qui pouvaient découler de ces acheteurs-là. Donc, c'est la découverte acquéreur qui a fait que on pouvait voilà, plus facilement atteindre nos objectifs. Donc, il faut toujours prendre soin du vendeur parce que c'est lui qui nous mandate pour vendre sa maison. Mais Mhm. l'acheteur, il faut le garder, quoi. Il faut le garder précieusement pour si un jour on a un bien qui rentre dans ses critères, ben, pouvoir lui le proposer. Donc, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et puis, moi, j'avoue que par chance, sur mon secteur, c'est le relationnel qui a fait que j'ai pu rentrer aussi autant de biens. Je crois que mon relationnel, c'est à peu près 40% des biens que je rentre sur mon secteur. Donc, du bouche à oreille, des gens que je connais, des gens Mhm. qui connaissent, des gens que je connais. Et, donc, le relationnel a joué beaucoup. J'avoue que je ne suis pas forcément une très bonne agent immobilier là-dessus parce que moi, je ne prospecte pratiquement pas vis-à-vis Mhm. du relationnel. Mais il va falloir que je m'y mette parce qu'à un moment donné, si ça retombe, voilà. Mais Yes. c'est plutôt voilà, s'adapter au marché, Mhm. s'adapter aux acheteurs, aux vendeurs, pouvoir faire comprendre aux vendeurs que le marché a changé, c'est-à-dire ne plus proposer des prix qui sont ce qui aurait pu être comme en 2020 ou en 2021. Donc c'est toujours s'adapter, euh, les relancer, ne jamais les laisser tomber. Voilà, c'est comme ça que moi je me suis adaptée. Mais ça prend Mhm. 2 fois plus de temps pour le coup. Parce Ouais. qu'avant, on rentrait un bien, le bien sortait. Là, bah, j'ai fait 29 ventes cette année. Mais sur ces 29 ventes, bah, c'était 2 fois plus de temps passé que 29 ventes que j'aurais pu faire en 2022, quoi. Mhm. Donc, Bah, si j'ai bien compris, en fait, c'est vraiment la découverte de l'acquéreur que tu mets en place et le suivi de cette oui, personne-là pour vraiment les garder, comme tu avais expliqué, et avoir la vente sécurisée, disons. C'est ça, en fait, ce que tu veux et dire puis, par garder exactement. l'acquéreur, c'est ça? Et puis, même, bon, ce qui est génial avec Safety, ben, c'est justement l'équipe, c'est que l'acheteur qu'on va pouvoir enregistrer, par exemple, sur notre donnée acquéreur, le pouvoir du réseau d'indépendants, ben, c'est que cet acquéreur-là, on peut le positionner sur le bien d'un autre collaborateur. Hmm. Donc, si on ne fait pas la vente avec les biens que nous, on a en gestion, ben, on peut toujours le donner voilà, un autre collègue pour qu'il puisse le placer sur un de ses biens qu'il a à la vente. Donc, voilà, on s'est adapté plutôt comme ça et ça a renforcé le travail d'équipe, ça a renforcé l'équipe parce qu'on avait tout intérêt à mettre en commun nos acheteurs, nos maisons à la vente. Vu que le marché est plus compliqué, ben, on fait beaucoup plus d'accords ensemble Mhm. suite à cette évolution du marché. D'accord, ok. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant de comprendre comment tu t'es adapté justement à ce marché-là. Et, euh, et du coup, on avait parlé justement de la prospection que tu avais fait justement pendant 2 ans. Tu avais vraiment bien bossé là-dessus pour avoir tes résultats actuels. Du coup, quelles étaient les méthodes de prospection que tu utilisais? Et la différence en ce moment, tu vas parler un peu de la recommandation justement. Euh, Quelle a été la différence et comment tu t'es adapté aussi justement à cette différence de prospecter tous les jours, j'imagine, et de se stabiliser avec les recommandations, je dirais. Alors, ben, la prospection, c'est évident que c'est obligatoire quand on débute, se faire connaître. Moi, j'ai beaucoup joué sur le départ, sur la facilité, c'est-à-dire les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas à sortir de chez soi. Et puis, au départ, c'est compliqué quand on se lance de dire, bon, ben, je vais passer la porte de ma maison pour aller taper aux portes. Enfin, ça peut être assez difficile à faire. Donc, j'ai beaucoup joué sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de mettre un maximum de contenu. Dès que j'avais des biens à la vente, voilà, j'ai commencé ma prospection, voilà, par Mhm. rapport au relationnel, mon relationnel sur les réseaux sociaux. Et puis en second temps, ben oui, la prospection physique, les flyers, les partenariats avec les associations du coin ou les activités sportives du secteur. Euh,
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, par chance, ma maman tenait un bureau de tabac, donc j'ai pu communiquer aussi via le bureau de tabac de ma maman. Les commerçants du secteur, enfin, c'est toujours être présent, aller Mhm. prendre son petit café le matin dans le café du village. Enfin, c'est comme ça, moi, que j'ai prospecté. Et un peu de porte-à-porte. Mhm. Euh, le porte-à-porte, il est tellement important parce que on sait que l'information qu'on va pouvoir avoir, elle sera pareil uniquement grâce à nous, parce on se sera levé le matin, on aura été tapé à cette porte et on aura eu l'information. Alors parfois, c'est Mhm. des informations qu'on va traiter sur 6 mois, parfois sur un an, parce que ça peut être un décès ou une succession ou autre. Et donc oui, pareil, ça correspond toujours à la continuité, à l'effort et au traitement des informations. Et oui, la prospection physique, prospection par Internet, sur Google My Business, sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn aussi pour informer nos anciens collègues de notre nouvelle activité. Mhm. Et avec tous ces flux d'informations, ça finit toujours par tomber et montrer que ça marche. Même Mhm. si c'est pas forcément le cas au départ, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné, c'est que j'ai montré que ça fonctionnait. Et j'ai jamais dit, oh, dis donc, c'est une année compliquée, voilà, c'est l'après-Covid, dis donc, le marché est en train de tomber. Non, non, je suis toujours partie du principe que non, non, ça fonctionne toujours, il y aura toujours des ventes, toujours des achats. Faut Mhm. toujours montrer que ça fonctionne et jamais se plaindre du marché. Yes. Ça c'est un bon, comment dire, un bon logo, pas un logo, mais du coup une bonne phrase à dire, justement, ne pas jamais se plaindre du marché. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ne prennent pas vraiment la responsabilité par ces actions. Justement, ils disent que c'est plutôt le marché qui a la faute. Complètement. Mais c'est pas Et- vrai. Mhm. C'est pas vrai, en fait. L'idée, c'est, il y a toujours autant de biens à la vente chaque année. Enfin, moi, je viens d'un village où il y a à peu près 15 maisons à vendre par an. Il y en a 15, il y a 15 maisons qui se vendent même par an. Et pourtant, c'est un village de 1200 habitants, donc 15 maisons par an. On a de quoi largement vivre dans notre métier si on arrive même à juste avoir 80% de ces 15 maisons-là. Mhm. Donc moi, je suis partie de ce principe-là en me lançant, c'est de se dire, que le marché aille ou pas, il y aura toujours ces 15 maisons. Donc Ouais. il faut aller les chercher. Et aujourd'hui, j'ai atteint cet objectif-là, mais le marché, voilà, il a changé, mais les biens sont toujours là. Il faut juste nous s'adapter au marché. Le marché, il ne va pas s'adapter aux agents immobiliers. C'est C'est le ça. marché qui évolue. Enfin, c'est l'agent immobilier qui doit évoluer. Qui évolue, ouais. En effet. Et Nicolas, en fait, il m'avait parlé justement que tu étais, en fait, souvent, le vendredi, vous mettiez ensemble, enfin, l'équipe, elle se mettait ensemble pour aller prospecter avec d'autres personnes, en fait, et que ça a aidé. Qu'est-ce que tu penses, en fait, de cette approche-là? En fait, est-ce que ça t'a aidé aussi? Ah, mais c'est extraordinaire. On a une équipe qui nous permet. Alors, moi, personnellement, cette équipe, elle a un soutien moral qui est juste extraordinaire. C'est que je pense que si j'avais pas eu cette équipe, je verrais pas l'intérêt de faire de l'immobilier ou d'être indépendante dans l'immobilier, parce que souvent, quand on dit qu'on est indépendant, c'est qu'on est tout seul. Donc, on va taper aux portes tout seul, que nos échecs et nos réussites, on les partage seuls. Mais là, avec cette équipe-là, on a eu un noyau d'équipe qui s'est créé au départ, et il y en a eu qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Et on s'est rendu compte qu'on était très heureux des réussites des autres, et quand on avait des échecs, on se reboostait pour pouvoir se motiver à réussir, à performer. Et encore une fois, dans notre groupe, on n'a vraiment pas tous les mêmes objectifs dont Mhm. on parlait tout à l'heure. On a certains qui font ce métier parce qu'ils veulent vivre tranquillement, d'autres qui veulent performer, etc. Et cette différence d'âge, cette différence aussi de passé professionnel, ben, on met toutes nos compétences en commun et ça nous booste, ça nous motive. Enfin, les réunions du vendredi matin, elles sont indispensables dans la semaine qu'on va passer après parce qu'elles nous permettent bah voilà, d'échanger et de pouvoir performer encore plus derrière. Mhm. C'est dans un but quand même professionnel de s'apporter des contacts sur la prospection groupée, parce que finalement, ça nous fait à peu près 2 passages par personne par an. Donc sur notre village, donc on est à peu près une quinzaine et ça fait 2 passages par personne. Donc c'est important parce que c'est pareil, la récurrence. Mhm. Mais en parallèle, c'est tellement important de pouvoir se retrouver, de se rebooster. Sans cette équipe, pareil, je pense que j'aurais pas continué. L'époque d'il y a 1 an et demi où j'étais en train de vouloir presque changer de métier, ben, on est tous en train de se rebooster, de se motiver. Et, Mhm. c'est génial. C'est une super équipe.
moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir aussi l'aspect de comptabilité, disons, qu'ils prennent la comptabilité par nos actions aussi. Quand tu dis justement que tu as des objectifs, ils savent en fait quels sont tes objectifs là. Ils vont pouvoir pas contrôler, mais en soi, ils vont pouvoir te voir en fait si tu as justement progressé pour tes objectifs. Et toi, en fait, tu vas justement vouloir montrer en fait des résultats au final. Moi, je le fais moi-même Ouais. avec un copain aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui aide à progresser en fait. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, à la comptabilité des gens en fait? Alors, qu'est-ce que tu appelles la comptabilité? La, tu veux En, dire en le fait, fait que les gens ils soient là pour pas te contrôler, mais en soi pour qu'ils pour voient te en fait booster? ton progrès en fait. Ouais, pour te booster aussi en Ben, final. c'est qu'au sein de l'équipe, on n'a aucun jugement à se dire, bon, bah voilà, elle a fait beaucoup plus de chiffres, Mhm, elle est au-dessus de nous, ou elle essaye de. euh, Enfin, on n'a vraiment pas du tout cet état d'esprit. Au contraire, on va avoir une petite sorte de compétition, même au sein de l'équipe, sur certains, où on va se dire, bon, bah voilà, j'ai fait tant ce mois-ci, toi, tu as fait tant, tiens, je vais essayer de te battre cette année. On va toujours essayer de se pousser pour faire mieux. Mais il n'y a jamais de mauvaise compétition mhm, ou à essayer de montrer qu'on fait mieux que les autres. On est toujours sur le même pied d'égalité sur nos chiffres et moi, je pourrais très bien ne plus du tout avoir le temps d'aller en prospection groupée, par exemple, parce que le flux mhm. de vente est assez conséquent, mais j'ai jamais mis de rendez-vous le vendredi matin, je m'y suis toujours tenue et parce que c'est important de conserver ça. Oui, oui, en effet. Bah, je pense que ça c'est génial. Surtout quand Nicolas il m'avait parlé de ça, je trouvais c'est très bien en fait de le faire. Mais c'est Nicolas Nicolas, il est à l'origine de cette équipe et Euh, moi, je me souviens aussi quand j'étais toujours en BTS, mon responsable d'entreprise m'avait dit il y a des managers et des entrepreneurs. Mhm, Dans la vie d'une entreprise, il y a ceux qui managent, mais qui ne pourraient pas entreprendre, par exemple, de faire booster une entreprise. Et il y a ceux. Voilà. Donc, en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que Nicolas, lui, il est manager. Il est mhm, fait pour manager, il est fait pour motiver. Et, euh, et il le fait super bien parce qu'il a réussi à créer une équipe et il peut en être fier. C'est-à-dire qu'il va peut-être vendre un petit peu moins de maisons, mais en tout cas, pour manager une équipe, il est extraordinaire. Il a réussi à motiver des personnes qui se seraient probablement jamais épanouies dans un domaine professionnel qui est l'immobilier. Donc, il a cette fierté. Et donc, mhm. forcément, ben, il arrive aujourd'hui à en vivre aussi grâce à ça. Yes. Ouais, c'est très bien en fait d'avoir cette équipe-là. Et du coup, si on parle plutôt maintenant, donc tu as fait la prospection, beaucoup, un peu tout en fait. Parce que par rapport à ce que j'ai compris, donc réseau, prospection porte-à-porte, t'as pas fait de la pige, si j'ai bien compris. Non, C'est pas de la pige. non, non, Mais, j'ai essayé, mais j'avoue que ce n'est pas mon truc. C'est pas forcément bien à dire à tout le monde, mais la pige, c'est important de le faire. J'avais commencé à le faire ma première année. Je crois que mhm, je sélectionnais les maisons que je voulais éventuellement avoir en mandat et j'avais sélectionné une super maison sur le secteur de Cholet qui était à un prix extrêmement cher. Puis quand j'ai pris mon téléphone, j'ai dit de toute façon, il va jamais répondre. Il va jamais répondre, ce monsieur. C'était une vente de particulier à particulier. Et là, quand j'ai eu quelqu'un au téléphone, j'étais un peu en panique. Je savais pas du tout quoi dire. Et finalement, je l'ai rencontré. J'ai pu faire des visites sur sa maison sans avoir de mandat. Et j'ai pas vendu la maison, mais c'était la seule expérience que j'ai eue en pige et j'aurais pu continuer. Mais mhm. j'ai jamais, voilà, ça a jamais été mon truc. D'accord. Euh, c'est pas très bien, mais C'est souvent des choix aussi. Si t'aimes pas, en fait, ce sera pas vraiment intéressant de continuer à le faire pour toujours. Je pense que c'est bien comme tu as fait en fait jusqu'à maintenant. Et du coup, en fait, par exemple, quand tu toques aux portes, quand tu vas porte à porte, ou quand tu utilisais les réseaux, quel était ton discours, en fait, justement pour avoir cette estimation ou ce rendez-vous-là, ou cette connexion avec la personne? Quel était vraiment ton discours, en fait? alors quand on tape aux portes, il faut être assez bref. Les personnes, quand ils nous ouvrent, déjà, ça peut les embêter, mais la plupart du temps, ils sont super contents en fait d'avoir quelqu'un qui passe les voir. Donc il faut rester bref. Il faut jamais dire voilà, moi je parle toujours d'une manière générale. Je parle jamais de leur maison à eux.
disant bah, Mhm. est-ce que vous voulez vendre? Non. Je dis est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose dans le quartier? Voilà, nous, on est à la recherche de maisons à vendre, mais toujours dans l'esprit du quartier ou l'esprit de la ville. Jamais est-ce que vous vendez votre maison? Parce que ça reste assez agressif. Donc, Mhm. toujours sur un esprit relativement large. Et puis, parfois, il y a des personnes qui vont, dans leur manière d'échanger, on va pouvoir avoir une brèche sur une discussion tout autre. Disant, bah oui, vous savez, nous, on a beaucoup de gens qui recherchent dans le secteur. En tout cas, ça se voit que les gens sont bien dans le quartier parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre. En plus, voilà, vous avez l'air d'être plutôt bien installés, vous avez un super extérieur. Enfin, toujours aborder le sujet en lien avec eux Mhm. pour créer un lien et une discussion. Et souvent, la première question qu'on pose, est-ce que vous avez des biens à vendre dans le quartier? Enfin, est-ce que vous entendez parler de quelque chose dans le quartier? Ils vont dire non, mais quand on aborde cette discussion d'ordre général sur leur jardin, sur la Mhm. jolie façade qu'ils ont pu refaire, ben, ils vont réfléchir, ils vont dire, ah mais si, c'est vrai que j'ai entendu dire que la maison du bout, voilà, et ça se décante comme ça. Après, D'accord. et peut-être que sur 10 maisons, il n'y en a qu'une seule qui va vouloir discuter, mais voilà, la plupart du temps, la prospection physique, c'est toujours un bon moment. Les gens sont toujours gentils, accueillants les premières portes auxquelles j'ai tapé, j'étais en train de trembler, à me dire on va me renvoyer chier, c'est pas possible, on doit les embêter les gens. Mais non, à chaque fois, ils sont très très contents de nous accueillir. Et Mhm. on passe souvent le pas de la porte d'ailleurs parce que les gens ont envie de savoir ce qu'on pense de leur maison. Regardez, on a fait un agrandissement ici. Pensez qu'elle vaut plus cher. Enfin, ça crée un échange, une discussion et les gens se souviennent de ça. Enfin, en tout cas, ça a toujours un meilleur impact qu'un flyer dans une boîte aux lettres. Ouais. Le pas de la porte va avoir un meilleur impact. Ça, c'est clair. Mhm. D'accord, ok. Et je pense que c'est surtout aussi ton discours, en fait. T'es pas agressif, en fait. T'es pas, est-ce que vous voulez vendre la maison? Je peux vous aider? Ou, Jamais. t'es vraiment dans le soft, disons, selling, dans le sens où, est-ce que vous connaissez justement des personnes qui vendent ou quoi que ce soit? C'est Et ça. ensuite, justement, t'entames la conversation. Et quand tu parlais justement le fait de, disons, de personnaliser un peu l'approche, c'est-à-dire de parler de leur maison, de parler de leur jardin, de ce qu'ils ont, ainsi de suite, ça donne un effet un peu plus humain et plus proche en fait avec la personne, je dirais. Et c'est aussi pour ça qu'ils s'ouvrent avec toi en fait. Et Mais complètement. Parce mhm, que l'agent immobilier, il a pas toujours une très très bonne image. mhm, Il y a des agents immobiliers de certains secteurs où eux avaient l'habitude de carrément mettre voilà, la chaussure dans le pas de la porte, disant écoutez-moi, voilà, je veux vendre votre maison. Enfin, et moi, étant fille de commerçante, ma maman étant commerçante, ben, c'est les gens qui viennent dans le commerce pour pouvoir acheter quelque chose. Et dans la vente, il faut constamment aller vers le client. Donc moi, je pars toujours d'un principe plutôt large euh, voilà, la mhm, personne vient, on en discute s'il faut, mais jamais dans, ouais, dans, dans l'opposition, dans l'agressivité ou autre. Non, non, ça n'a aucun intérêt. Personne ne va mhm, pas se souvenir de quelqu'un. Enfin, ils vont mhm. plutôt avoir une mauvaise image et renforcer la mauvaise image de l'agent immobilier. Bah oui. euh, Ah, alors et que aussi avec l'image du réseau aussi souvent, on va souvent associer les mauvais agents ou les mauvaises approches avec les réseaux, ce qui n'est pas toujours idéal. c'est ça. Et du coup, quand tu parlais justement d'utiliser les réseaux pour aussi la prospection, comment est-ce que tu faisais en fait? T'allais envoyer des messages, t'allais faire des posts, comment tu mettais ça en place pour toi? Sur les réseaux sociaux. Mhm, Alors, sur les réseaux sociaux, par exemple, à chaque fois que j'avais une visite, je faisais une petite vidéo extérieure de la maison que j'avais à la vente, parce que parfois on a des biens qui vont être peut-être plus intéressants, qui vont être plus jolis, qui vont avoir un grand terrain, une piscine ou ce genre de choses, mais finalement ils sont rares. Moi, dans mon mhm, secteur, ce genre de biens, j'en ai pas beaucoup. Donc dès que j'avais ce type de bien, ben, je vais beaucoup communiquer, faire beaucoup de photos. Et au contraire, les biens qui vont être un peu plus anciens, ben moi, je vais proposer des plans 3D. Des plans 3D, des avant-après. J'ai essayé de m'inspirer de ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, type Instagram ou autre. Et les avant-après, les gens apprécient bien de voir la différence ou ce mhm, qu'un bien pourrait être sous son meilleur jour. Donc j'ai beaucoup communiqué là-dessus, sur les biens que j'avais à la vente, sur les biens que j'avais vendus, sur les moments où j'avais des offres. Enfin, ça donne l'impression aussi de multiplier son nombre de biens à la vente, alors qu'en réalité, c'est peut-être toujours le même bien, mais il va y avoir trois postes sur une seule maison, par exemple. mhm, Le moment où il est à la vente, le moment où il y a une prix en baisse, le moment où il est sous offre.
et le moment où il est vendu. Quitte même à prendre en photo le panier garni lorsqu'on va chez le notaire. Dire voilà, merci mes clients pour la. On peut faire avec un seul bien environ 5 posts différents sur Facebook. Mhm. Euh, Même quand on a des réunions d'équipe tous les vendredis, on peut faire des photos de réunions d'équipe. Donc, on a un flux énorme de possibilités sur les réseaux sociaux. Après, les réseaux sociaux, Facebook va être utilisé plutôt par les 30, 40, 50 ans, par exemple. Les réseaux Mhm. sociaux, on a nos parents qui y sont. Donc, on va peut-être toucher plus cette génération-là. Instagram, on va plutôt toucher les 25, 30 ans. Ceux qui ont pu acheter une maison, par exemple, il y a quelques années, et là, qui veulent revendre pour plus grand. Donc, il faut savoir aussi, en fonction des âges, comment toucher les, les générations. Enfin, voilà. Mais les Mhm. réseaux sociaux sont super importants. Ouais. Ils montrent une réussite. Et la réussite, elle Ouais. fait qu'après, on a de la recommandation. Ou, tiens, ben, je connais un agent immobilier que je suis sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Il a l'air de bien fonctionner. Je te file le Mhm. contact. Les réseaux Mhm. sociaux sont importants, mais il ne faut pas en mettre de trop non plus. Il faut Mhm. toujours jauger pour ne pas être envahissant. On a Ouais. toujours quelqu'un sur les réseaux où on se dit, oh là là, tous les jours, il y a quelque chose. Et souvent, on le met de côté. Non, il faut rester quand même Ouais, ouais, je vois. pas Et trop du coup, de. qu'est-ce que tu penses justement? Parce que moi, je vois souvent, euh, des agents immobiliers dans les différents réseaux Zafty. Il y a des Optimum, enfin, tous les réseaux qu'il y a. Ils mettent souvent des posts, en fait, par rapport au réseau, en fait, et pas par rapport à eux ou par rapport à ce qu'ils vendent. Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là, en fait? Alors moi, je pense que il y a des postes de notre réseau qui sont importants de partager, type sur les conventions, sur le Mhm. marché de l'immobilier en général. Mais nous, on a un métier où notre vitrine, c'est nous-mêmes. On n'a pas d'agence, on n'a pas de vitrine en magasin ou autre. Donc notre vitrine, c'est nous. Et les gens, ils ont envie de savoir ce que nous faisons. Euh, Comment est notre quotidien. On est en plus dans cette ère-là, on veut tout savoir, on veut tout connaître des métiers des uns et des autres. Donc, je pense qu'il vaut mieux publier des choses nous concernant que sur un réseau en particulier. Le réseau, on s'en fout un petit peu finalement. Il nous Mhm. apporte des clés importantes, mais c'est notre travail derrière qui va permettre de communiquer. Donc non, moi, c'est pas vraiment ma manière de fonctionner. Non, c'est plutôt mettre en avant ce que j'entreprends et ce que je fais Mhm. plutôt que le réseau, ce qu'il peut partager au quotidien. Mhm. Ok, ouais, non, je comprends. Et du coup, justement, tu as la personne, tu arrives à la voir en rendez-vous. Donc, la première partie de la vente, disons, c'est déjà fait. Justement, tu as réussi à avoir un rendez-vous. Comment est-ce que tu structures justement tes rendez-vous, en fait? Comment est-ce que justement, tu as ton discours? Comment tu t'entames pour avoir justement le mandat ou pour avoir une offre d'achat, en fait? Est-ce que tu pourrais les comparer les deux? Euh, En fait, je m'adapte toujours à l'interlocuteur parce que moi, je rends un dossier d'estimation assez conséquent avec beaucoup d'explications, beaucoup d'informations. Mais on voit bien que parfois, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment envie d'avoir toutes ces informations-là. Moi, dans mon secteur, ils veulent aller droit au but. Voilà, je veux juste savoir combien vaut ma maison. Donc, en fonction de l'écoute que je peux avoir en face, soit je vais faire une présentation assez longue pour Mhm. vraiment rentrer dans le détail, expliquer qui je suis ou autre, ou alors une explication assez courte et s'adapter aussi à l'interlocuteur sur les mots qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre. Donc non, enfin, à chaque rendez-vous, c'est toujours un petit peu différent, mais toujours rappeler le projet. Pourquoi est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est une estimation par curiosité? Est-ce que c'est une estimation parce qu'il y a un projet? Il faut toujours savoir impérativement le projet. Mhm. Si la personne nous dit juste je veux estimer ma maison, il faut toujours savoir pourquoi, même si on rentre dans le détail et que les personnes n'ont pas toujours envie d'en parler, mais il faut savoir pourquoi. Parce que notre discours sur la présentation de l'estimation va s'adapter. Donc non, j'ai pas vraiment de cadre. Euh, à la fin de la présentation, je laisse toujours parler quand on montre le montant de l'estimation. Je laisse toujours un blanc, par exemple. Ça, c'est quelque chose que, que je fais à chaque fois pour comprendre. Est-ce que les gens sont déçus du montant? Est-ce qu'il faut que je revienne dessus pour leur expliquer? Est-ce que, au contraire, ils en sont contents parce que c'est ce à quoi ils s'attendaient? Mais le moment d'attente entre le moment où on donne le montant et la réaction des personnes, pour moi, elle est super importante.
Et puis après, pour la prise de mandat, bah, tout va dépendre des autres concurrents aussi, ce qu'ils ont fait comme travail, si on est d'autres, s'il y a d'autres concurrents. Si on est tout seul, bah, le but, c'est de convaincre la personne, convaincre le couple ou que c'est... j'ai pas forcément ouais, j'ai pas forcément de cadre dans l'estimation. Et puis pour l'offre d'achat, quand j'ai une maison à la vente et qu'il y a un couple d'acheteurs qui viennent visiter, pareil, je vais pas du tout être dans l'agressivité disant, bah, écoutez, j'ai 15 visites derrière, il faut à tout prix que vous puissiez signer la proposition. Non, je vais laisser le temps. S'il faut qu'ils reviennent 2 fois, 3 fois, c'est pas toujours une bonne technique parce que parfois, il n'y a pas d'offre derrière et peut-être que ça leur aurait permis de faire une proposition plus rapidement, mais non, je vais toujours quand même laisser le temps de la réflexion. Je préfère une offre bien réfléchie qu'une offre faite contre-signée par des vendeurs qui ensuite ne va pas jusqu'au bout parce qu'on aura trop pressé les personnes à faire une proposition. Et comme là, le marché s'est inversé avec des acheteurs qui sont moins présents, bah, il faut vraiment que leur choix soit certain sur... il faut qu'ils soient certains de leur décision sur Mhm. l'offre d'achat. D'accord, Donc, ok. j'ai pas vraiment de technique. Cool. Bah, je pense que c'est aussi le fait de beaucoup faire, en fait. Tu arrives à justement te dire, OK, maintenant, je vais m'adapter à chaque personne et je sais déjà un peu, en fonction du projet qu'ils ont en vente, de pourquoi derrière, tu pourras justement être plus flexible là-dessus, en fait. Je pense que au final, c'est un peu un travail de volume, Oui, d'estimation oui, oui, qui fera que déjà tu fais déjà le bon rendez-vous bon, avec la meilleure stratégie, je dirais. Euh, c'est ça. et du coup, avec toutes les personnes que tu as accompagnées jusqu'à maintenant, si tu pourrais justement résumer trois choses, en fait, ou le top 3 des choses que tu as appris le plus en accompagnant ces personnes-là, ou comment tu t'es développé, ou voilà. Quelles seraient en fait ces trois choses pour toi? Alors, la persévérance. J'ai j'ai des dossiers qui ont été très compliqués et quand on est agent immobilier, on ne sait plus vraiment parfois quelle est la limite de notre métier. Et parfois, on se dit, ben, notre métier, c'est peut-être juste voilà, accompagner dans la vente, faire les visites, s'arrêter à l'offre d'achat. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Euh, donc, on n'a pas de cadre. Dès qu'on pense que c'est à nous de le faire en termes de tâches, enfin, je pense par exemple à des déclarations administratives, à accompagner par exemple tous les acheteurs dans tous les rendez-vous artisans. Enfin, si on a envie de le faire, il faut le faire. On n'a pas de limite. Donc la persévérance euh, j'entends par là quand il y a des soucis, quand les acheteurs ne s'entendent pas avec les vendeurs, quand il y a des complexités administratives, des complexités sur le dossier, sur le financement. En fait, il faut jamais rien lâcher. Jamais, Mhm. jamais, jamais. Il faut toujours persévérer et pas se dire, bon, bah là, mon métier s'arrête là, maintenant, je laisse chacun faire son job. Donc la persévérance. Euh, le deuxième, c'est la bienveillance. C'est la deuxième qualité où, pour moi, c'est important, c'est de savoir dire au client, bon, écoutez, là, je vois que vous voulez vendre, mais votre projet, il n'est pas concret. C'est pas assez réfléchi. Je pense que là, il faudrait que vous puissiez reposer vous reposer les bonnes questions et puis éventuellement mettre en vente plus tard. Mais parfois, l'appât du mandat ou l'appât du gain ou de vouloir vendre fait qu'on oublie que le projet et l'accompagnement du projet est important. Donc, il faut être Mhm. bienveillant vis-à-vis des clients, leur donner les bons conseils et pas rester focalisé sur le fait de prendre un mandat. Mhm. Euh, et la troisième qualité, enfin la troisième chose importante, c'est l'équipe. En fait, on peut pas réussir tout seul dans l'immobilier, c'est pas possible. Donc c'est enfin, c'est l'une des choses principales que j'ai pu apprendre, c'est que il faut s'entourer des bonnes personnes, des bons courtiers, des bons partenaires en diagnostic et surtout des bons collègues, des bonnes équipes et puis des personnes avec qui on veut travailler, on y va, des personnes avec qui on ne veut pas ou on voit que c'est pas sur la même longueur d'onde, ben, on a la possibilité en tant qu'indépendant de choisir. Mhm. Donc, euh, donc non, il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est super important. Des personnes qui ont les mêmes énergies, les mêmes objectifs, quoi. Mhm. Parfait. Bah écoute, je pense que ça a plein de valeur. Tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, pour ceux qui regardent, je pense qu'ils vont vraiment apprécier tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et du coup, si tu en parles plutôt de tes projets pour le futur, euh, je sais que ça peut. Souvent, en fait, quand on arrive à ces chiffres-là, on se dit, OK, c'est bon, j'ai réussi, ou
mais je sais que tu es assez ambitieuse aussi. Je peux le voir par ta personne et comment tu as parlé jusqu'à maintenant ici. Je pense que les personnes vont voir également. Du coup, quels sont tes objectifs pour le futur, en fait? Qu'est-ce que tu veux atteindre de plus? Qu'est-ce que tu veux faire de plus dans l'immobilier? Bah, pour l'instant, c'est maintenir. Si j'arrive à maintenir ce que j'ai entrepris en 2023, je serai déjà, je pense, très, très heureuse parce que euh, on sait que plus on monte, il y a un moment donné où ça peut redescendre. Donc, il faut maintenir Mhm. ce flux, maintenir l'énergie que je mets dans mes dossiers. Et puis, je crois que mon objectif principal, c'est de toujours être quand même à l'écoute des clients et de prendre le temps. Parce que parfois, quand on a trop de biens à gérer, on prend peut-être pas assez le temps. Donc, j'ai pas forcément envie de faire plus pour l'instant, mais de faire autant et de pouvoir être aussi qualitatif sur ce que je fais aujourd'hui. Mhm. Mais pas plus, pas Ok. forcément plus. Encore une fois, je pense que c'est aussi ta vision d'être consistante, d'avoir la récurrence, de faire toujours ce qu'il faut faire, en fait, au final. Euh, je pense que c'est très beau, en fait, de voir ça. Bah justement, au final de podcast, c'est toujours deux questions que je demande. C'est des questions un peu plus compliquées peut-être à répondre. Souvent, c'est les plus rapides, mais voilà, ça va dépendre des gens. Du coup, première question, si tu devrais tout recommencer dans l'immobilier, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Ben, en fait, rien, parce que j'estime que chaque chose que j'ai mal faite m'a permis de m'en rendre compte et de faire différemment. Donc non, je changerai rien du tout. Cool. Je pense beaucoup à l'effet papillon. Si on fait quelque chose à un moment, c'est que ça nous amène à un autre moment. Donc Mhm, non, je ferai rien de différent. Peut-être un peu plus prospecté, mais au final, j'aurais peut-être pas eu cette crise qui m'a fait remonter derrière. Donc non, je ferai absolument rien de différent. Cool, cool. Moi, je pense qu'il y a toujours deux philosophies. Il y a des personnes qui pensent en moi, tout ce que j'ai fait, ça m'a aidé en fait à arriver là maintenant où je suis. Oui, Et il y a l'autre philosophie où je pourrais faire plus si j'aurais changé ça ou ça et ça. Je pense que c'est toujours c'est ce que j'ai remarqué quand je demande ces questions-là. Euh, d'accord, ok. Et du coup, pour la dernière question, qu'est-ce qui te semble vrai, enfin, qu'est-ce que tu sais qui est vrai et que tout le monde autour de toi refuse de l'admettre? dans l'immobilier ou Dans l'immobilier ou en général, c'est comme tu veux. qu'est-ce qui est vrai et que les autres refusent d'admettre? Bah, qu'on est capable de tout, en fait, si on sort de sa zone de confort. Que ce soit d'une manière générale, tout le monde a quelque chose à prouver tout le monde n'a pas envie d'entreprendre, mais quand on entend des personnes dire ah oui, oui, c'est bien de se lancer à son compte, mais non, c'est trop compliqué, Mhm, c'est trop de risques, ou les gens qui sont malheureux dans leur travail parce que c'est la sécurité de l'emploi, mais en fait, tout est possible. Il y a jamais, pour moi, ça c'est vrai, on peut tous y arriver, mais il faut pouvoir sortir de sa zone de confort. mhm. Donc voilà, si c'est la Ok. réponse qui peut être Non, j'aime la bien, bonne, j'ai- mais j'aime bien la réponse, j'aime bien. Il n'y a pas de bonne réponse. Cool. Bah écoute Léa, je pense que les personnes qui regardent, je suis sûr et certain, ils vont avoir plein d'informations, ils vont pouvoir utiliser dans leur métier déjà, ou sinon ils vont penser à être convertis du coup en tant qu'agent immobilier. Je vais laisser en description tous les liens par rapport à Léa, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ça. Vous pouvez c'est cool. la contacter comme ça, si jamais vous avez des questions de quoi que ce soit. N'hésitez pas. Je suis sûr et certain, elle va être heureuse de vous répondre, comme elle m'a répondu à Avec moi. plaisir. Et bah, du coup, en fait, je te remercie encore une fois d'être venu au podcast et de partager ton expérience. Eh ben, merci à toi. C'était un vrai plaisir. Si ça permet Parfait. d'aider certaines personnes. Yes. Bah, merci beaucoup. Et bah, je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao, ciao. Merci. Au revoir.